Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui n'est pas si technique que ça, mais ça permet à tout un chacun qui est sur la chaîne de se faire une idée de comment est-ce qu'il souhaiterait orienter sa carrière dans le domaine de l'automatisme, des automatismes industriels. Donc les, le problème principal, c'est que l'automatisme est tellement aujourd'hui, on utilise tellement de technologies que les métiers se sont spécialisés. Les métiers se sont spécialisés et on a des uns et des autres en fonction de la taille des projets, en fonction des exigences en matière de normes, standards, etc., qui se retrouvent à avoir différentes casquettes. Même si de base, il y a une connaissance minimale à avoir, il y a aujourd'hui des spécialisations qui permettent justement d'être plus à l'aise. Il y a des formations métiers, des formations produits qui permettront à l'un ou l'autre d'être plus à l'aise dans un poste qu'à un autre. Donc, ça, c'est pas une présentation qui se veut être une science exacte. C'est juste sur la base de mon expérience personnelle tout au long des projets sur lesquels j'ai été amené à travailler que je me suis rendu compte effectivement de cela et je souhaiterais bien partager cela avec vous. Donc, avant de continuer la vidéo, si vous êtes intéressé par tout ce contenu qui est disponible sur notre chaîne, je vous encourage déjà à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et la deuxième chose, c'est n'hésitez pas à chaque fois que vous voyez une vidéo de mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire. Si éventuellement vous avez des sujets spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez qu'on discute, qu'on puisse faire des présentations, en parler, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, actuellement, il y a un poste dans la plupart des sociétés qui font uniquement de l'automatisme. Donc, je parle des intégrateurs système. Et il y a la notion d'ingénieur d'application qui revient toujours. Donc, l'ingénieur d'application, c'est pour moi un homme à tout faire. C'est celui qui est capable de prendre un projet, de lire le cahier de charges, de définir le matériel qui est nécessaire à l'application, de travailler avec des dessinateurs. Il travaille avec des dessinateurs, il fait des schémas, il supervise le travail des dessinateurs, les schémas des armoires sont émis, il fait ses listes d'entrée-sortie, ses analyses fonctionnelles, il invite le client pour faire la FAT et il peut aller éventuellement faire la mise en service. Donc, ici, c'est vraiment le niveau zéro. Quand on intègre une société un intégrateur système, quand on commence sa carrière, en général, le début de la carrière, on est ingénieur d'application. Donc, les projets sont de taille variée et il peut intervenir sur voilà, plusieurs produits, des automates de sécurité, des variateurs de vitesse. Il rend compte soit à son lead, soit au chargé d'affaires. Donc, c'est vraiment la position d'entrée, voilà, on entre, on est ingénieur d'application. Ensuite, il y a des ingénieurs d'application SAS. C'est la même chose que les ingénieurs d'application. La seule différence, c'est qu'ils sont spécialisés pour la mise en œuvre des safety instrumented systems, c'est-à-dire des automatismes pour des systèmes instrumentés de sécurité. Dans certaines sociétés, ils doivent passer la TUV Functional Safety Engineer, qui est une certification de sécurité. Ce n'est pas la seule d'ailleurs. Donc, ça, c'est la TUV, c'est le standard TUV, mais il y a d'autres standards qui existent. Donc, c'est la même chose que ingénieur d'application tout court, juste que c'est spécialisé sur la partie système instrumenté de sécurité. Ensuite, on a l'ingénieur d'analyse fonctionnelle. Donc, l'ingénieur d'analyse fonctionnelle va se retrouver en général sur des gros projets, des très gros projets. Quand vous avez des projets de construction d'une plateforme, vous avez des projets de système intégré de contrôle commande de sécurité pour des FPSO. Donc, on parle des projets à 10 000 entrées-sorties, des projets à 15 000 entrées-sorties. On ne peut plus s'organiser uniquement comme sur des petits projets où vous avez un seul ingénieur, il s'assoit dans son coin, il fait ses schémas. Non, non, non. Si c'est le cas, le projet n'arrivera jamais à bout. Donc, on a toute une équipe dans ce genre de projet où on peut effectivement justement avoir des ingénieurs en analyse fonctionnelle, c'est-à-dire des ingénieurs dont le but, c'est de rédiger des analyses fonctionnelles en fonction des documents d'entrée que le client va communiquer. Donc, les process control narrative, les
les philosophies opératoires de process, etc. Il va prendre tous ces documents, il va les lire, il va donc, en fonction des différentes fonctions standards qui vont être développées dans le cadre du projet identifié, développé, il va pouvoir donc définir dans le document d'analyse fonctionnelle les informations qui sont nécessaires pour que celui qui va faire la configuration du système ou la programmation dans le cadre des automates, il va donc s'appuyer sur ces analyses fonctionnelles et ce sont ces analyses fonctionnelles qui vont permettre de rédiger les procédures de test fonctionnels pour être sûr que ça fonctionne tel que ça a été spécifié. Donc, lui, il rédige les analyses fonctionnelles qui vont constituer une partie du cahier de charge. Après, il peut y avoir des projets sur lesquels c'est un travail qui est fait par des ingénieurs d'application totalement détachés. Comme je l'ai dit, tout dépend de la taille du projet, mais il y a des projets sur lesquels les analyses fonctionnelles seules peuvent prendre 6 mois, 9 mois pour être entièrement validées. Et donc, souvent, en fonction de la taille, il peut avoir une petite équipe dédiée uniquement sur les analyses fonctionnelles. Donc, les analyses fonctionnelles, pour les rédiger, il faut être capable déjà de comprendre comment fonctionne un système automatisé, quel est le plan le plan d'exécution projet, comment est-ce qu'on met en œuvre une solution sur un système, comprendre les différentes fonctions standards, les objets et tout, avoir des petites notions de process pour comprendre les documents d'entrée qui sont communiqués par le client, les schémas, piping, instrumentation, etc. Donc, c'est un poste aussi qui est passionnant. C'est un poste sur lequel le livrable, par contre, c'est un papier. Mais à la différence de l'ingénieur d'application qui livre un logiciel fonctionnel, l'ingénieur, il fait un peu plus dans l'abstraction et il permet de décrire pour justement permettre de combler le gap entre la description de process et l'implémentation même sur un système de contrôle-commande. Donc, après, on a des ingénieurs d'interface en machine. Donc, ça, c'est aussi en fonction de la taille du projet. Il y a des ingénieurs d'application qui font leur programmation automate, eux-mêmes, leur supervision, les petits projets d'intégration sur les petits pupitres, etc. Après, vous pouvez avoir des projets plus conséquents sur lesquels on peut faire dédier quelqu'un uniquement sur la partie IHM. Et donc, il va concevoir des interfaces en machine en collaborant avec ses collègues qui ont travaillé sur le code automate. Voilà. Ensuite, il y a des ingénieurs réseau informatique industriel. Donc, les ingénieurs réseau informatique industriel, ils vont participer déjà à l'élaboration de l'architecture des systèmes. Ils vont choisir le matériel de réseau et le matériel de transmission si nécessaire. Donc, vous pouvez avoir des projets SCADA sur lesquels vous avez de la transmission des données entre plusieurs sites distants, etc. Donc, le boulot de l'ingénieur réseau informatique industriel, justement, c'est de pouvoir définir cette architecture, comment les équipements vont communiquer entre eux, les différents routeurs et équipements qu'il faut installer. Et il est aussi impliqué dans les ateliers de cybersécurité et contribue donc, quand le matériel est reçu, etc., à la configuration des équipements, la configuration des équipements de réseau. Donc, ça, c'est une autre facette, une autre casquette qui existe. Dans des gros projets, on peut avoir quelqu'un qui est dédié uniquement dans la partie networking. Dans des petits projets, l'ingénieur d'application, il doit avoir toutes ces casquettes pour être en mesure de configurer un switch, configurer un routeur, etc. Et tout. Donc, c'est en fonction justement des tailles des projets, mais c'est des fonctions qui existent, qui peuvent être demandées et tout dans des projets d'automatisme. Ensuite, il y a les ingénieurs en cybersécurité industrielle. Donc, les gens en cybersécurité, ils contribuent tout au long du cycle de conception, de développement, au renforcement des mesures de cybersécurité. Et la cybersécurité, c'est un monde aujourd'hui à part entière. Il existe des certifications pour des ingénieurs en cybersécurité, des experts, des professionnels. C'est un art de travailler. Donc, je ne vais pas développer ici ce que c'est que la cybersécurité parce que c'est tout un métier à part entière. Mais ce que je vais dire, c'est que l'ingénieur donc en cybersécurité, il est conscient de ces risques-là dans le déploiement des systèmes automatisés, la mise en œuvre des solutions et tout. Et lui, il faudrait que déjà, lors de l'analyse des différents risques que présente l'architecture, la solution et autres, qu'il puisse contribuer avec ceux qui vont faire l'analyse des risques. Parce que éventuellement, il peut y avoir des projets sur lesquels on demande à ce que l'analyse des risques en cybersécurité soit faite plutôt par des ingénieurs,
fait, une tierce partie. Voilà, pour éviter justement des situations où celui qui l'a fait, si c'est lui qui a le projet, il est très confiant de sa solution et il baisse la garde. Donc, en général, on demande que ce soit fait par donc. Cet ingénieur peut travailler pour la tierce partie, comme il peut travailler à l'intérieur pour se rassurer justement que tout au long du cycle de développement, de conception, les mesures de sécurité sont respectées, les mesures de sécurité, de cybersécurité et autres, et il contribue aussi aux ateliers de cybersécurité. Ensuite, on a l'ingénieur hardware. Bon, en français, je n'ai pas très bien su traduire. Ici, ce que je veux dire, c'est que c'est celui qui est responsable de la conception matérielle. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel, le choix des cartes d'entrée-sortie, des FTA, des bornets, le raccordement dans les armoires, le calcul de l'alimentation, tout ce qui est matériel et autres, on peut arriver dans certains projets en fonction de la taille à avoir un ingénieur qui est juste responsable de ça. Donc, lui, il prend les plans des boîtes de jonction, le schéma de câblage type araignée, et s'assoit, il fait ses schémas, il travaille avec des dessinateurs et tout, il fait les schémas des amants marchandises, les schémas d'amants de comptoir commun, etc. Et il se rassure justement que les équipements sont installés et câblés selon les recommandations du constructeur. Donc, ça aussi, en fonction de la taille du projet, vous pouvez avoir un ingénieur qui est dédié uniquement à la partie hardware, un ou plusieurs ingénieurs d'ailleurs. Donc, quand vous avez des projets sur lesquels vous travaillez, il y a plus de 60 armoires de contrôle commande, etc. Donc, on ne peut pas demander à celui qui va faire les analyses fonctionnelles, celui qui va faire le programme, etc., viens t'asseoir, faire le schéma des armoires. Non. C'est toute une organisation qui est mise en place et l'ingénieur hardware, justement, est responsable de ces aspects. Ensuite, on a l'ingénieur lead PCS. Donc, PCS, c'est la partie Process Control System. C'est lui, en fait, qui coach, qui encadre une équipe d'ingénieurs d'application PCS. Donc, il les encadre, s'il y a des problèmes techniques, c'est lui qui s'en occupe, il regarde, voilà, il fait de la supervision. Lui-même, il doit être un expert et maîtriser le système sur lequel le projet est en train d'être implémenté. Donc, dans les sociétés d'intégration, comme je l'ai dit au début, en général, quand on entre, on commence sa carrière comme ingénieur d'application, puis on évolue comme l'ingénieur d'application peut évoluer justement comme ingénieur lead. Donc ça, c'est souvent ce qui arrive dans les carrières pour les intégrateurs système. On a la même chose pour les leads des systèmes instrumentés de sécurité. Et on a le responsable d'ingénierie qui va chapeauter donc les différentes équipes. Il peut avoir une équipe analyse fonctionnelle, une équipe d'ingénieurs PCS, une équipe d'ingénieurs SAS, etc. Et il se rassure que le design est implémenté en conformité avec les normes, les standards, les spécifications du client. C'est lui qui fait l'interface technique avec le client, qui est garant de toute la réussite technique du projet. Et c'est une grosse responsabilité parce que justement, les choix qui doivent être mis, il doit comprendre tous les systèmes déjà qui sont mis en œuvre, les interactions, se rassurer que l'exécution du projet se fait selon les bons standards et les pratiques recommandées en matière d'exécution de projet, etc. Donc, c'est un poste en général qui est confié à des ingénieurs seniors qui ont déjà travaillé et exécuté plusieurs projets justement pour pouvoir coacher et encadrer donc, des équipes. Ensuite, on a le chargé d'affaires ou le chef de projet. Après, ça dépend des dénominations. Il y a des entreprises où on va vous dire le chef de projet. Quand c'est un gros projet, chargé d'affaires, vous gérez un portefeuille de petits projets. Après, petit, ne me demandez pas la définition. Chaque entreprise a ses règles pour savoir ce qu'elle entend par petit projet, grand projet. Donc, le chargé d'affaires, il s'occupe de la gestion de projet. Il coordonne l'ensemble des activités pour une réussite technique dans les délais, les budgets qui ont été alloués pour le projet. Donc, c'est un travail de gestionnaire. C'est un travail de gestionnaire dans lequel je ne vais pas dire qu'il faut forcément être l'expert technique pour être chargé d'affaires, mais il faut avoir une très bonne connaissance en gestion de projet et une bonne capacité managériale pour pouvoir manager une équipe parce que justement vous chapeautez l'ensemble des équipes de réalisation. Vous êtes en communication avec le client, vous devez rendre compte du point de vue technique que tout se passe pour le mieux et que les délais, les
budgets sont respectés, s'il y a même du scope qui se rajoute à la demande du client, vous devez tracer, défendre l'entreprise, regarder les travaux supplémentaires qu'il faut présenter au client, etc. Donc, ici aussi, c'est un métier à part entière. Donc, il faut au moins comprendre l'automatisme et le cycle de vie des projets. Après, il faut être bon gestionnaire, donc comprendre ce qu'est le planning, savoir mettre en place des procédures de contrôle. Et voilà, quand on a implémenté le projet, savoir comment faire pour se rassurer que ces trois éléments-là, la technique, l'intérêt et le budget, ils sont maîtrisés. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire globalement sur les différents emplois dans le domaine de l'automatisme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre attention.